Ciao compari, siano Pippo. Aujourd'hui je vous fais découvrir la Casba di Mazara del Vallo. Avant que Palerme devienne la capitale de l'émirat de Sicile, c'était Mazara qui était la ville la plus importante. Regardez ce magnifique mélange entre ce qui est d'origine et ce qui a été rénové, parce que désormais il y a aussi des gens qui habitent de nouveau ici. C'est ici qu'ont vécu au IXe siècle les poètes, les mathématiciens, les astronomes, toutes sortes d'artistes et de scientifiques. Aujourd'hui en Sicile, dans le langage courant, quand on parle de la Casba, c'est pour désigner la vieille ville. À l'origine, Casba désigne tout simplement la ville fortifiée. Si la Casba de Mazara del Vallo possède un style nord-africain émésir très assumé, à la base, l'idée de construire une Casba venait des Arabes. Auparavant, avant l'émirat de Sicile, durant la période byzantine, dans un style très colonial romain, les Siciliens vivaient éparpillés partout sur l'île. La majorité du peuple sicilien vivait à la campagne en tant que paysans, agriculteurs. Si les Imazighen, donc les Arabes, ont totalement changé le paysage sicilien, en transformant les campagnes en d'immenses jardins, avec tout plein de fruits, de légumes, de plantes venues d'Asie et d'Afrique, les Arabes ont totalement changé l'architecture des villes. Ils ont créé des villes fortifiées. Ils ont invité tout le monde à venir vivre dans les villes et à abandonner les campagnes. Cela fut profitable pour l'ensemble du peuple, puisque tout le monde put profiter des savoirs, des sciences apportées par les musulmans. Cependant, si les Arabes ont créé les Casbahs, ce n'était pas uniquement pour que cela soit totalement profitable pour le peuple. C'était aussi pour mieux surveiller le peuple, tout centraliser. Beaucoup plus simple de prélever les impôts si tout le monde vit au même endroit. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde n'était pas musulman. La majorité des Siciliens étaient bien sûr musulmans. Déjà au 7e siècle, avant le début des conquêtes, il y avait déjà des musulmans en Sicile, dans l'ouest sicilien, justement ici, à Mazara del Vallo. Cependant, même au 9e siècle, il y avait encore des dhimmi. Les dhimmi, c'étaient les juifs et les chrétiens. Et même si le statut de dhimmi va très vite être oublié avec l'apparition du mariage interreligieux, au départ, l'idée de la Casba, c'était aussi pour surveiller les dhimmi. J'ai envie de dire, c'est normal, toute chose possède une part d'ombre. Si, comme on le voit avec Jean-Yves Frétinier, dans son livre Histoire de la Sicile, les juifs, chrétiens et musulmans vont se mélanger ensemble, se marier ensemble, le statut de dhimmi va disparaître. Au départ, lorsque les Arabes sont arrivés en Sicile, ils voulaient supprimer tout ce qui avait existé avant eux. En d'autres termes, ils voulaient arabiser la Sicile. Un procédé colonial récurrent qu'on retrouvera chez de nombreux peuples, connu sous le nom d'assimilation culturelle. Ainsi, en rasant les villages et en déplaçant tout le monde dans les mêmes villes hautement surveillées, les Arabes pouvaient beaucoup plus facilement arabiser les populations autochtones. On parle souvent d'une Sicile avec des Siciliens, des Imazighen, donc des Berbères, et des Arabes, mais ce n'est pas aussi simple que ça. L'historienne Agnès Neff a critiqué en 2008 le travail de l'historien Michele Amari, l'auteur du fameux livre « Les musulmans de Sicile ». Elle reproche à Michele de ne pas avoir assez mis en avant la complexité ethnique, théologique et politique de la Sicile du 7e au 14e siècle. Il y avait des conflits aussi bien internes qu'externes, des conflits entre chrétiens, des conflits entre juifs, des conflits entre musulmans, des conflits entre chrétiens et juifs, des conflits entre chrétiens et musulmans, des conflits entre juifs et musulmans, des conflits entre Siciliens de culture siciliote, berbères, donc émazir, grecs, arabes. Certains Imazighen étaient venus en Sicile pour fuir l'arabisation, tandis que d'autres avaient participé à cette arabisation. L'armée qui avait conquis la Sicile au nom des Arabes était composée principalement d'Imazighen et de Perses. Beaucoup d'Imazighen voulaient que les Arabes partent du Maghreb. Certains Siciliens présents sur l'île avant la conquête étaient déjà convertis à l'islam depuis le 7e siècle, de par leurs échanges avec les marchands Imazighen de Béjaïa. Mais beaucoup de Siciliens reprochaient aux Arabes des événements passés.
Entre les années 705 et 752, il y avait eu environ 14 razzias arabes. L'île s'était enrichie durant la période byzantine et les Arabes avaient volé toute cette richesse, emportant avec eux des Siciliens pour les asservir, donc en faire des esclaves, principalement des femmes. Également, le statut de dhimmi donna lieu à plusieurs révoltes. Il y avait aussi des conflits politiques, des élites arabes qui étaient en conflit entre elles, se battant pour le contrôle de l'île. Des conflits aussi entre villes. Par exemple, Palerme était une ville pro-arabe, car les Arabes avaient fait de Palerme la nouvelle capitale de la Sicile. Et bien évidemment, du coup, Syracuse était pro-byzantine et attendait le retour des Byzantins pour redevenir la capitale, tandis que Agrigento, pour ne citer qu'elle, était une ville pro-émésire, qui voulait un émirat totalement émésire et indépendant. Aussi, certains étaient considérés grecs, mais n'étaient pas grecs. Quand on parle de Siciliens byzantins, on regroupe les Siciliens qui parlaient grec byzantin, les Siciliens chrétiens, alors que certains étaient imaziren ou arabes, les Siciliens pro-byzantins, donc qui soutenaient l'Empire byzantin, et les Siciliens descendants de Byzantins. Parmi ces derniers, tous n'étaient pas d'origine grecque. Il y avait des Anatoliens, des Arméniens, des Syriens, des Bulgares ou encore des Albanais. Bref, byzantin ne désignait pas un peuple précis. Également, parmi ceux qui étaient appelés arabes, certains n'étaient pas arabes, mais imaziren, perses, égyptiens, libanais, palestiniens, également des Siciliens autochtones pro-arabes, des Grecs pro-arabes, sachant que tout ce beau monde va se métisser. Donc après, ça devient encore plus compliqué. Aussi, avec le mariage interreligieux, on élevait généralement les filles dans la religion chrétienne et les garçons dans la religion musulmane. Puis à l'âge adulte, les deux pouvaient choisir leur religion. Donc mettre d'un côté les chrétiens et de l'autre les musulmans fonctionne pour les débuts de la domination musulmane, mais pas pour toute la durée de l'émirat de Sicile, et encore moins par après avec les Normands. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, les débuts de la Casbah ont été très mouvementés, et si au départ l'existence de la Casbah a pu nuire au peuple sicilien, au final son existence fut profitable pour la ville de Mazar del Vallo. Et pendant 1000 ans, toute l'activité économique, intellectuelle, politique, artistique, etc. s'est passée dans la Casbah de Mazara. Comme on l'avait vu ensemble dans une précédente vidéo, la ville fut prospère grâce à son port de pêche, construit autrefois par les Phéniciens. Encore dans les années 1950, la Casbah était rayonnante. J'ai un oncle qui avait d'ailleurs grandi là-bas. Il vivait sur la rive gauche du fleuve Mazzaro et allait fréquemment à la Casbah sur la rive droite. Il accompagnait sa mère quand elle faisait ses courses, achetait du poisson, jouait avec les copains, etc. Tout se faisait à la Casbah. Cependant, la Casbah va connaître sa période sombre. D'après un article de Prima Pagina Mazara datant du 16 juillet 2023, la Casbah s'est détériorée au fil du temps en raison de phénomènes d'abord naturels puis sociaux, une succession de tremblements de terre ainsi que l'émigration de nombreux Siciliens vers le nord de l'Italie ou vers l'étranger. Certains vont rester vivre à la Casbah mais vont se sentir totalement abandonnés par la commune. Les dégâts causés par les tremblements de terre ne seront jamais réparés. Les maisons désormais vides vont être envahies par la mafia et de nombreux migrants. Face à l'intensité du développement immobilier dans les zones rurales et en périphérie, à partir de la fin des années 70, beaucoup de gens vont quitter la Casbah pour partir vivre dans les nouveaux quartiers. Un véritable réseau de trafiquants de drogue était apparu. Pour éviter tout ça, on a commencé à vendre les maisons à des prix très bas, ce qui a permis aux émigrés tunisiens de devenir propriétaires, bien que vivant dans d'horribles conditions. À partir des années 70, bon nombre de Tunisiens vont venir s'installer à la Casbah et travailler au port ou à la campagne. À ce moment-là, la réglementation de l'immigration était pratiquement inexistante. La plupart des Tunisiens qui venaient s'installer imaginaient qu'ils allaient y rester quelques années, puis rentrer chez eux avec un capital suffisant pour ouvrir une entreprise autonome, construire une maison. Ce n'était bien sûr qu'une illusion, puisqu'ils ne sont jamais repartis et sont toujours là en 2023. La première fois que je suis allé à la Casbah avec mes parents, c'était vers 2005-2007. Je n'avais jamais vu de bâtiment aussi délabré. C'était totalement abandonné et en ruine. Les bâtiments tenaient à peine debout grâce à des poutres placées de tous les côtés comme des mikados. Toutes les minutes, des bâtiments s'effondraient.
Quand nous avons dit à mon oncle que nous avions été à la Casbah, il s'est énervé et nous a dit de ne plus jamais y aller. À l'époque, tout le monde avait peur d'aller là-bas. Encore en 2010, on voyait les Tunisiens vendre des objets sur la plage le matin, au Longomar et le soir, puis ensuite, pendant la nuit, ils partaient dormir à la Casbah, engloutis par l'obscurité, de par l'absence totale d'électricité et donc de lumière. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le quartier touristique de Mazara del Vallo. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? En 2009, l'artiste Niccolò Cristaldi devient le maire de Mazara del Vallo et le restera jusqu'en 2019. Sa fille, Francesca Cristaldi, proposera et se chargera de la rénovation de la Casbah. À l'époque, les gens ne sont pas ravis. On ne comprenait pas l'intérêt de rénover la Casbah, alors qu'il y avait des montagnes de poubelles partout dans la ville, et les routes devaient être refaites. Pour les gens, c'était de l'argent jeté à la poubelle, un caprice de la fille du maire. Et pourtant, quelle réussite! La Casbah a presque entièrement été rénovée et même améliorée. Il y a des vases partout, des œuvres d'art, des mosaïques qui racontent l'histoire de la ville. Il y a des bars, restaurants, musées, magasins. Les gens vivent désormais dignement. Certains sont même revenus à la Casbah, qui connaît son nouvel âge d'or. La Casbah permet à la Sicile de renforcer ses relations avec la Tunisie. Depuis 2013, il y a même une association tunisienne dans le but de créer une amitié entre la jeunesse tunisienne et sicilienne, afin de permettre une meilleure intégration des immigrés, de maintenir de bons rapports. On insiste sur les échanges entre peuples méditerranéens, entre chrétiens, juifs et musulmans, l'importance d'un passé commun, des cultures très proches avec beaucoup de similitudes. La Casbah permet de créer une transition entre la culture tunisienne et la culture sicilienne. La politique migratoire a été considérée comme un véritable succès. Les Tunisiens sont totalement intégrés et leur présence est même bénéfique pour la Casbah. Il s'agit de la plus grande communauté tunisienne d'Europe. Ils permettent aux touristes de voir comment vivaient les Siciliens à l'époque de l'émirat de Sicile. Tout se passe à nouveau à la Casbah. La Casbah est devenue une destination incontournable de la Sicile. Je vous invite fortement à vous y rendre pour voir tout ceci de vos propres yeux.